Nous allons voir maintenant le déroulement de ces guerres de religion très rapidement. Nous insisterons sur cet événement particulier de la Saint-Barthélemy, puis ensuite nous examinerons le phénomène de la Ligue, des ligues catholiques, et puis nous conclurons. Les guerres de religion débutent donc sous le règne de Charles IX. Officiellement, c'est donc le fameux massacre de Vassy. Je vous ai expliqué comment, en fait, la situation s'était dégradée et que le pouvoir public avait, dans certaines régions, totalement échappé au roi et même aux catholiques, en tout cas aux hiérarchies naturelles, habituelles du régime, pour rentrer dans une forme d'insurrection de communes, à la fois sous l'influence de prédicateurs protestants, genevois, pour des revendications qui peuvent être sociales, abolition des dîmes, réduction des impôts, c'est vrai, extrêmement lourd sous Henri II. Il a fallu achever les guerres d'Italie, et ça coûte toujours très cher, n'est-ce pas, la guerre. Sous la pression de revendications dynastiques, nobiliaires, lutte entre les grands, c'est une forme, on pourrait dire, c'est la fin de la féodalité, et donc la noblesse se trouve vidée de son pouvoir petit à petit face à l'État centralisateur, d'où une réaction qui est violente. C'est une espèce de monde qui se défend, une autorité qui tente de conserver son pouvoir d'une façon désespérée presque. Oui, il y a ce côté-là. La lutte entre les nobles catholiques et les nobles protestants, c'est une lutte qui a des relents féodaux. Et puis, il y a bien sûr des questions fondamentalement catholiques, fondamentalement religieuses, d'opposition entre le catholicisme et le protestantisme. Alors, un pouvoir royal qui ne sait pas prendre position, finalement, qui voudrait sauver à tout prix une unité nationale sans heurts, en évitant la guerre, ils auront ni l'honneur ni la paix. On peut noter aussi qu'une Église catholique n'est pas encore réformée, le Concile de Trente n'est pas achevé. Oui, on peut dire que globalement, l'épiscopat français sera fidèle à une douzaine, quatorzaine d'unités près, sera fidèle à la foi catholique, contrairement à bien des épiscopats européens, anglais, allemands, scandinaves. Mais il n'y a pas le dynamisme religieux, il n'y a pas une formation théologique, catéchétique, chez les peuples, dans les hiérarchies même sociales. En tout cas, cette formation n'est pas répandue suffisamment, n'est pas suffisamment précise. Je vous rappelle toujours cette réaction de Henri de Navarre, alors qu'il est catéchisé pour la dernière fois par les évêques avant son abjuration et son sacre. Quand on lui demande s'il croit en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, il dit: ah, ça, je n'y ai jamais douté. Mais il a été quand même protestant à 4 reprises, protestant calviniste, donc pas luthérien. Alors, il a toujours cru dans la présence réelle tout en étant protestant. On voit le côté approximatif de cette religion, on pourrait dire, du XVIe siècle, cette religion de la Renaissance. Donc, il n'y a pas ce dynamisme catholique qui pourrait empêcher l'hémorragie des chrétiens qui quittent leur paroisse pour se retrouver à former des communautés religieuses de type très vivant, très
fervent, hein, donc c'est le chant des psaumes. Il y a vraiment une religion qui est très communautaire, d'autant plus communautaire qu'ils sont minoritaires dans une France qui est aux 3/4, 4/5 catholique, et donc qui a tendance, cette minorité, à se tenir les coudes, à s'entraider sérieusement. Et donc, ce qui renforce encore ce côté religieux. La religion est un phénomène de masse, c'est un phénomène social. La religion individuelle, ça n'existe pas. Ça devient de la philosophie, ou avec peut-être un côté de secte, dans le sens de la chanson de Serge Lama, l'homme est une secte à lui-même. Bien. Alors, donc, nous arrivons à la deuxième partie de ce cours, les guerres de religion sous Charles IX. Charles IX est né en 1560, hein, donc il est tout petit, il est jeune enfant. Il mourra en 1574. Pardon, il est né en 1550, n'importe quoi, et donc il a 10 ans, et il règne à partir donc de la mort de son frère en 1560. La régente Catherine de Médicis, qui, je vous rappelle, elle, est beaucoup plus âgée, hein, elle est de 1519, hein, c'est donc une senior, hein, à l'époque, elle a ses 40 ans, elle est dans la force de l'âge, elle mourra en 1589. Catherine de Médicis va capter la régence à son profit. Donc, elle a Antoine de Bourbon comme lieutenant général du royaume, et elle prend un peu sa revanche. Elle prend sa revanche parce que Henri II était plus attiré par Diane de Poitiers, qui a joué le rôle vraiment de conseillère, femme conseillère, quasi reine conseillère. Là, Catherine de Médicis, cette marchande florentine, va prendre le pouvoir. Je vous disais qu'elle est autoritaire, elle est intrigante, elle a un certain sens politique. Et donc, elle va profiter de l'absence de règles pour la régence. Il n'y a pas d'institution de régence. Toutes les régences sont différentes dans l'histoire de France, pour choisir Antoine de Bourbon comme représentant de la noblesse, on pourrait dire, auprès d'elle. Michel de l'Hôpital, optimiste, et son appui, on pourrait dire, politique et théologique. Son appui, c'est le chancelier, n'est-ce pas ? Le colloque de Poissy, qui est de juillet 1561, et qui fait s'affronter catholiques et protestants, qui est une forme de concile national, visait un rapprochement, une union, une espèce d'irrédentisme, c'est-à-dire de paix religieuse, s'entendant sur certains points essentiels et laissant le reste dans une espèce de flou artistique, donc une tolérance sur les points de détail, entre guillemets, ou sur les points qui fâchent, et puis une espèce de réunion, paix. Donc c'est une des dernières tentatives d'une religion de type érasmienne, une religion humaniste. C'est un échec. Alors donc, nous avons ces deux partis qui en viennent par la haine, en viennent aux voies de fait, et nous l'avons vu bien avant 1562 et le massacre de Vassy. La situation s'est dégradée au point que il y a maintenant deux pouvoirs publics dans ce royaume. Il y a le pouvoir public royal, et puis vous avez un pouvoir public qui est maintenant une réalité dans une bonne partie du sud de la France, en remontant jusque vers la Charente, La Rochelle, en passant par la Guyenne, la Gascogne, le Béarn.
et puis un foyer très important aussi en Normandie, sur Paris, autour de l'Île-de-France. Alors, le royaume va à l'éclatement. Et donc le symbole de cet éclatement, c'est le massacre de Vassy, le 1er mars 1562. En Champagne, sur les terres de Guise, une réunion clandestine, en tout cas sauvage, de prières protestantes qui se termine par un affrontement entre les hommes de Guise et les protestants. Ça n'est qu'un épiphénomène. Hein. On a connu pire déjà dans le sud de la France. Mais il y a là un symbole parce que c'est Guise. C'est le représentant de la noblesse catholique, ça va être le représentant de la catholicité romaine en France. Et alors, donc c'est lui, n'est-ce pas, qui agit et donc qui entraîne à sa suite à la fois tous ses clients, n'est-ce pas, tous ses vassaux, et puis en même temps l'ensemble du catholicisme fervent, combatif, et qu'on pourra appeler tridentin. Les débuts des guerres de religion, vous avez 8 guerres en 40 ans, regardez bien le document que je vous ai transmis, la liste de ces guerres. Le gouvernement donc n'arrive pas à prendre parti pour l'un ou pour l'autre des belligérants. Les catholiques vont vouloir pour roi un vrai catholique et les protestants, eux, eh bien, qui bénéficient de la loi de dévolution de la couronne, eh bien, pour eux, le prétendant, il est protestant, c'est un Bourbon. Charles IX apparaît un peu comme une espèce de parenthèse. Il est en trop, en quelque sorte. D'autant plus que vous avez les monarchomaques, c'est-à-dire un courant politique qui, chez les protestants, serait violemment démocratique. Les monarchomaques sont prêts à abolir la royauté en France. Hein. Et lorsque Henri de Navarre finira par faire la paix religieuse et la paix militaire même en 1593-1594, il devra donner des gages à ce parti extrême protestant qui n'a pas beaucoup confiance dans un chef du royaume qui serait de la noblesse, qui restaurerait une royauté héréditaire qui, il faut le reconnaître, depuis 1520, persécute, plus ou moins, mais persécute les protestants. Alors la situation n'est pas si simple, c'est pas si simple que ça. La lutte se focalise aussi entre Paris et la province. Une ville de Paris très catholique, c'est le point central, c'est le foyer d'un catholicisme presque virulent, d'où d'ailleurs la Saint-Barthélemy. Guise, d'ailleurs, s'installe à Paris, donc il ne se cache pas d'avoir une certaine prétention nationale, parce que qui tient Paris tient toute la France. Donc, nous avons eu cette tentative d'enlèvement de Fontainebleau, de Catherine de Médicis et du roi qui, par des protestants, conjuration d'Amboise en 1562. Guise alors a pris sous sa protection le roi et la reine-mère. Est-ce une protection ou alors les a-t-il pris en otage? Bon, nous allons opter pour la première solution, mais ça n'est pas si évident que cela. Et,
il voit le danger d'alliance des protestants français avec les protestants étrangers, qui regardent ceci peut-être avec intérêt, n'est-ce pas? Donc il sera prêt, Guise, à faire la même chose avec des catholiques étrangers. Ce sera l'union de troupes espagnoles avec les troupes de la coalition catholique, de la Ligue. Les protestants sont prêts à donner des gages, en particulier aux Anglais. Le Havre, Calais, qui viennent juste d'être récupérés. La bataille de Dreux en 1563 oppose noblesse catholique, noblesse protestante, Guise contre Coligny et les Condés. C'est une victoire catholique en 1563, je vous le répète. Mais les Guises étant particulièrement puissants et ombrageux pour le roi, ils vont être supprimés, n'est-ce pas, il y a des assassinats. La guerre, donc les Guises assassinés en 1563, vont faire verser, n'est-ce pas, la guerre dans une dynamique de vengeance. Bon, ne nous laissons pas abattre. « 19 mars 1563, c'est le traité d'Amboise. Catherine de Médicis réussit à négocier une première paix. Elle accorde la liberté de culte aux protestants nobles, n'est-ce pas, qui pourront se réunir dans leur chapelle. Charles IX reprend plus ou moins la main, mais cette paix n'est qu'une trêve en fait. De nouveau, il faut referrailler. En fait, il n'y a pas d'unité protestante, hein, tout comme d'ailleurs, d'une certaine manière, il n'y a pas d'unité catholique. Les nobles combattent chacun pour eux avec un intérêt aussi de profit. Il y a la question de la religion, il y a la défense de la Sainte Église, et puis il y a aussi un profit bassement matériel. Ça, vous ne l'empêcherez jamais, surtout dans les situations de crise que nous vivons. Alors, de nouveau, la guerre s'enflamme, deuxième guerre. De nouveau, Charles IX est menacé. Il devra se réfugier en septembre 1567 à Paris. Cette reprise de guerre disqualifie, on pourrait dire définitivement, le tiers parti, hein, ceux qui voulaient une paix de compromis, et Michel de l'Hôpital va jeter l'éponge à l'automne 1567. La deuxième guerre part de Paris, en quelque sorte se focalise autour de Paris, puis ensuite s'étend à toute la province, n'est-ce pas? Cette situation devient vraiment très déplorable pour le pouvoir royal, hein, qui s'inquiète à juste titre que les troubles intérieurs n'affaiblissent la France face à des pays extérieurs qui ont toujours constitué en quelque sorte une menace. Et Charles IX a très peur que Philippe II d'Espagne ne profite de cet affaiblissement de la France. D'où la nécessité de
mettre fin à la belligérance civile en France, et c'est l'édit de Saint-Germain, 1570. Charles IX est extrêmement libéral pour les protestants. Il leur accorde la liberté de culte, il leur donne des places fortes, La Rochelle, Cognac, Montauban, la Charité-sur-Loire. Ces places fortes sont comme des gages de bonne volonté de la part du roi. Donc il reconnaît la puissance protestante. D'une certaine manière, il la concentre, il la... il la confine, on dirait, il la confine dans certains lieux de façon à ce que, bon, on la connaisse, n'est-ce pas? C'est pour éviter un éparpillement de pouvoir, d'un pouvoir militaire qui échapperait au contrôle royal. De ce fait, Charles IX, d'une part, reconnaît sa faiblesse. Il est obligé de traiter avec les protestants, avec un parti qui en soi-même n'est pas un corps, n'est pas une institution normale, on pourrait dire, du royaume, qui est un véritable champignon qui a poussé sur le royaume. Mais aussi, donc, il traite avec la volonté d'être en bonne intelligence avec ce parti dont on a renoncé définitivement à tenter de le supprimer. Et montrant sa bonne volonté, il prend pour soutien, bras droit, l'amiral de Coligny. Il enclenche des négociations et des rapports de réconciliation avec Élisabeth d'Angleterre. Donc c'est un jeu, mais c'est un jeu dangereux, car il ne peut que mécontenter le reste de la France catholique. Charles IX organise aussi sa succession, en quelque sorte. Il va marier sa sœur Marguerite avec Henri de Navarre. C'est la fameuse reine Margot. Le mariage va être prévu pour août 1572. C'est un mariage qui voudrait donc être une forme de réconciliation entre les deux partis, protestants et catholiques, par l'intermédiaire du roi. Une négociation délicate, n'est-ce pas? Il faut demander une dispense du pape pour le mariage d'une catholique, princesse, avec un prince protestant. Et rien ne dit qu'on obtiendra cette dispense. Toute la difficulté et tout le pari, c'est un pari politique que Charles IX va tenter de réaliser, donc avec Catherine de Médicis. C'est une négociation très, on pourrait dire, très politique, dans le sens qu'il n'y a pas, on ne tient plus compte des grandes réalités morales et théologales. Quelle est la religion qui est vraie? Y a-t-il péché ou n'y a-t-il pas péché? Faute morale, personnelle du roi, de la régente, à négocier, à accorder tel avantage. Ces questions-là ne rentrent plus du tout en compte.
on est dans une politique qui est qui est devenue vraiment très laïcisée. Ce sont des guerres de religion, mais à cause de la religion, mais que l'on tente de régler avec des solutions qui sont basiquement politiques, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que l'on joue vraiment dans la bonne cour de récréation, on pourrait dire? Ou est-ce qu'on n'est pas complètement à côté de la réalité? Et c'est bien peut-être ça qui explique d'abord et avant tout cette terrible insurrection de la Saint-Barthélemy, parce qu'il y a un côté insurrectionnel contre le pouvoir royal dans la Saint-Barthélemy. Donc, 24 août 1572, la Saint-Barthélemy aboutit à une horreur. Mais cette espèce de massacre qui part de Paris, qui va s'étendre à l'ensemble de la province, ce massacre, derrière les débordements populaires ou militaires, il y a une espèce de course au massacre, de principes qui ont été posés, de causes qui déroulent des effets d'une manière inévitable. Et alors donc on arrive à ce terrible, n'est-ce pas, massacre de la Saint-Barthélemy. Je dis terrible parce que on ne peut pas se réjouir que l'on soit catholique ou qu'on soit protestant de ce massacre de personnes désarmées, d'hommes, femmes, enfants, vieillards, blessés. Coligny blessé 3 jours auparavant par un attentat et jeté par la fenêtre, défenestré, coupé en morceaux dans la rue. Enfin, c'est vraiment un grand déchaînement de passion incontrôlé. Je vous passerai une petite note sur la Saint-Barthélemy qui vous aidera peut-être à faire le point sur cet événement emblématique des guerres de religion et qui reste encore aujourd'hui dans l'inconscient français comme une tâche, comme un symbole de l'horreur que des religions fanatiques peuvent créer. Ce n'est peut-être pas si juste que cela, nous allons le voir. Voilà, petit coup de café. Bon, la Saint-Barthélemy, c'est entre 2 et 3 000 victimes sur Paris, 20 000 dans le reste de la France. Le point culminant à Paris, c'est à partir de la nuit du 24 août 1572. Et puis toute la journée, c'est donc la fête de Saint-Barthélemy. Mais les massacres, n'est-ce pas, l'agitation va se poursuivre sur une vingtaine de jours, à peu près jusqu'au 15 septembre. La province, eh bien, le phénomène, la vague, on pourrait presque parler de l'épidémie sanglante, va s'étendre sur les 2 mois qui suivent, octobre-novembre, Lyon, Orléans, Bourges, Angers, Meaux, Troyes, Rouen, les villes du Languedoc. Alors, premier point, si vous voulez, de méthodologie. Tout massacre d'innocents est inacceptable. Le nombre rajoute peut-être à l'horreur. Il y a des massacres qui sont
plus ou moins étendue, mais ce n'est pas le nombre qui fait le côté illégitime, scandaleux, horrible du massacre. C'est la chose en elle-même. On tue des innocents, des personnes désarmées. La bataille de chiffres est vaine, qu'il y en aurait eu 10 000 de plus ou qu'il y en ait eu 5 ou 10 000 de moins, le fait en lui-même est quelque chose d'inexcusable, n'est-ce pas? Rechercher les causes et les responsabilités dans cette situation, de ce fait, de ce massacre collectif, généralisé, grosso modo à l'ensemble de la nation, c'est vraiment une croix pour un historien honnête. Il y a deux difficultés qui empêchent de mettre le doigt vraiment sur la cause motivante, la cause efficiente principale. Il y a les passions. Il y a des passions qui sont universellement exacerbées du sommet de la hiérarchie sociale à la base. Et les passions non contrôlées, des passions exacerbées par des souffrances qui engendrent des vengeances, par la peur qui fait qu'on se protège et que l'on passe à l'offensive en quelque sorte pour éviter d'avoir à se défendre. Il vaut mieux que ça soit toi qui y passes plutôt que moi, que tu sois ou non coupable, je me protège. Enfin, tout un ensemble de démonstrations, de motifs qui n'ont plus grand-chose à voir avec la raison, et encore moins avec une foi religieuse et une morale chrétienne. Alors, il y a eu, on peut dire, deux systèmes. Et puis, donc, le premier problème, la question des passions. Deuxième problème, les documents ne sont pas toujours fiables. Et les gens, justement, orientés par ces passions, voulant défendre leur parti, sont arbitraires. Et il y a certaines choses que l'on ne voit pas, que l'on ne dit pas, que l'on a oubliées. Ça peut être d'ailleurs quelque chose de tout à fait, justement, passionnel. Ce n'est pas froidement réfléchi, ça n'est pas un mensonge caractérisé, c'est une défense de son opinion, une défense du droit qui est en fait mon droit, et l'adversaire, l'autre, ne peut qu'être un injuste adversaire, qu'un injuste opposant. Et donc il y a un côté de légitime défense qui excuse tout. Alors, donc, passion, document difficile à interpréter, manquant, relation tardive, on aura du mal, je pense toujours, à vraiment, sauf découverte de nouveaux documents, à mettre le doigt sur les véritables causes et responsabilités. Alors, on a eu plusieurs systèmes qui se sont opposés parmi les historiens contemporains. Vous avez M. Crouzet, les guerriers de Dieu. Vous avez Jean-Louis Bourgeon, qui était un historien, professeur à la Sorbonne dans les années 95. Vous avez ensuite Arlette Johanna, et puis finalement une espèce d'historiographie consensuelle. Bon, on s'entend, on pense que c'est ça. Donc il y a ceux qui disent qu'il y a eu un complot catholique, les Guises,
en accord avec le duc d'Albe, qui représente le pouvoir espagnol dans les Flandres. Donc c'était l'opinion de M. Bourgeon dans les années, donc il y a une vingtaine d'années. Il préconisait à l'époque, ce qui n'avait pas été fait, de vérifier. Complot, c'est une chose, il a dû laisser des traces, de vérifier dans les archives de Simancas, c'est-à-dire les archives nationales espagnoles, si on pouvait trouver traces de ce complot. Ce qui a été fait depuis, et il n'y a rien dans ces archives. Donc on ne peut pas avoir la preuve qu'il y a eu un montage avec soutien de l'étranger pour aboutir à ce massacre collectif de protestants. Deuxième opinion, c'est celle de M. Crouzet. Il y a un côté mystique. Charles IX veut exprimer en quelque sorte sa sacralité royale par cette espèce de purification de la société française, cette espèce de grand holocauste, sacrifice, qui va sauver les hommes, les Français, par l'offrande de ce sacrifice. Donc il y a un côté très, une espèce de forme de psychose religieuse. Thèse qui est développée dans les guerriers de Dieu et qui n'a pas toujours convaincu les autres universitaires du jury. Troisième thèse, qui est la thèse plus classique, on n'a pas songé à la remettre en cause. M. Bourgeon a mis quand même le doigt sur les failles de cette thèse. Bon. Le roi, la reine, après leur démarche de tolérance, de foncière collaboration entre le parti protestant et le parti royal, se rendent compte, et donc avec le fameux mariage entre la reine Margot et Henri de Navarre, Henri IV, qui devrait sceller cette alliance un peu bâtarde, le roi et la reine prennent ombrage du mentor qu'est Coligny, de ses prétentions, et c'est vrai, il voudrait engager l'armée royale française en soutien des protestants du Nord et protestants hollandais contre les Espagnols. Donc faire basculer la France dans un conflit religieux et politique plus ou moins international. Donc pour résister contre cette pression de Coligny, le roi et la reine, tout d'un coup ouvrant les yeux, ne voient pas d'autre moyen que de décapiter le parti protestant par ce grand massacre dont le mariage de nos deux fiancés princiers est l'occasion finalement, et la divine surprise, divine occasion. Et ben tiens, ils sont tous là sur Paris dans la nasse catholique, et rien de plus difficile, rien de plus facile. Et Charles IX d'ailleurs va approuver post-réalisation, après la réalisation, la Saint-Barthélemy. Mais approuve-t-il cela parce qu'il l'a commandité ou organisé ou suscité, ou alors parce qu'il n'a pas le choix? Cette réaction catholique extrêmement violente, ou du moins cette réaction du parti catholique, c'est plus juste de dire ça, extrêmement violente, est aussi extrêmement violente contre les protestants, est aussi une menace contre un pouvoir royal qui pourrait apparaître comme partisan. Et on ne comprend pas très bien
ça c'est le mérite de Jean-Louis Bourgeon, d'avoir mis le doigt dessus, on ne comprend pas très bien comment le roi et la reine, après avoir développé une politique de tolérance presque tout azimut en faveur des protestants, retournent leur veste à 180 degrés, comme cela, d'un coup. Nous sommes en présence de personnes qui réfléchissent. Ce sont des gouvernants qui ont pesé le pour, le contre, qui ont des conseillers, qui ont des services de renseignement, enfin, qui essayent d'avoir une prospective sur l'avenir. C'est pas de la politique du café du commerce. Alors, dire que c'est Charles IX qui a organisé avec la reine-mère une forme de complot royal contre les protestants, les attirant à Paris en ce haut lieu sacral catholique pour ensuite tous les massacrer, c'est trop. Il y a un côté très artificiel et extrêmement dangereux aussi, si ça rate. Alors, si ça rate, les protestants seront fous furieux, ils l'ont d'ailleurs été. Donc, le problème de la Saint-Barthélemy est extrêmement délicat à régler. Les certitudes. Les certitudes qui sont exposées par Arlette Johanna dans son écrit sur la Saint-Barthélemy. Petite pause auparavant. Le café est encore chaud. Je ne vous dis pas de quelle marque est ce café parce que autrement ça ferait de la publicité gratuite. Il vaut mieux pas d'ailleurs, je vous dis la marque. Alors la première certitude, il ne s'agit pas de supprimer le parti protestant car cette minorité est beaucoup trop importante. 3, 4, 5 millions, peut-être plus. On est à un sommet du protestantisme français. Après la Saint-Barthélemy, le nombre des protestants va inexorablement décroître. Et même, d'une certaine manière, rapidement. Et forcément. Après tout, est-ce que ça vaut bien la peine de persévérer dans cette religion ou de se convertir à cette religion quand on voit ce que l'on risque? La peur peut être mauvaise conseillère, mais la crainte fait réfléchir. Alors, il ne s'agit pas de supprimer ce parti huguenot important, très important. Donc peut-être 25% des Français sont huguenots. C'est inenvisageable, c'est impossible. Vous ne pouvez pas tuer, sauf dans les régimes totalitaires de Pol Pot au Cambodge ou autre, au XXe siècle. Mais vous ne pouvez pas supprimer un tiers, un quart d'une population nationale. C'est impossible. Donc, ce que l'on va vouloir supprimer, par contre, ce sont les huguenots de guerre, ceux qui constituent un danger militaire. Donc, les chefs, ceux qui ont une clientèle en dessous, ceux qui ont le pouvoir militaire personnel, l'argent pour lever des troupes, les entretenir. Bon, ça c'est le premier point. C'est une mesure de salut public. C'est une justice d'exception. C'est un petit peu comme ces tribunaux dressés exceptionnellement, ces chambres de justice pour purifier une province qui se trouve pour faire du ménage dans la justice provinciale, voilà, restaurer l'ordre royal ou l'ordre central. Alors, cette justice d'exception, elle est justifiée par la raison d'État. C'est une marque d'absolutisme.
Donc ça, je pense que c'est assez bien vu par Arlette Joanna. Deuxièmement, il y a incontestablement un mouvement qui échappe à des autorités constituées, qu'elles soient royales ou qu'elles soient nobiliaires. Il y a un mouvement populaire, avec toutes les passions troubles dont nous avons rapidement parlé. Ça dure plusieurs jours, il y a un côté de permanence, il y a un côté de systématisation, il y a un côté de pillage, c'est-à-dire que on tue les gens, on leur vole leurs vêtements, on rentre chez eux. Bon, vous savez, les protestants sont montés sur Paris, sont installés dans des hôtels, des maisons privées, chez des amis. Mais quand on se déplace à l'époque, on se déplace avec ses affaires. Hein. On met les bagages. On ne vient pas qu'avec une petite valise, même à roulettes. On charge les meubles dans les chariots. On arrive avec ses tapisseries, ses tentures, on accroche ses rideaux. Son cadre habituel se transporte avec nous, hein, son cadre domestique. Et alors, eh bien, on a massacré et on a pillé. Et on a volé, on a dérobé. C'est bien que les protestants venus pour fêter la noce, faire la noce avec Henri de Navarre, en fait, sont passés d'un mariage à des funérailles. Donc il y a un côté de pillage, de systématisation, de permanence, et puis donc d'extension aux autres villes. Et là, il y a un mouvement qui est un mouvement de peur. Vous savez, c'est la grande peur de l'été 1789. Des choses qui sont incontrôlées et irréfléchies. C'est l'exode de mai 40, 9 millions de Français qui partent, on ne sait pas très bien pourquoi. Enfin, c'est pas des barbares qui arrivent. Hein. C'est des braves Allemands qui sont d'ailleurs plutôt des gentlemen, si j'ose dire, par rapport parfois à certaines troupes françaises. Hein. Alors, bon, c'est irréfléchi, c'est populaire, il y a un côté bricolé, mais c'est un bricolage dramatique. Conséquence de la Saint-Barthélemy, fin des espoirs protestants de convertir la France et le roi. Donc, d'une part, ce que je vous disais tout à l'heure, le protestantisme va commencer à décroître et il décroît parce qu'il n'y a plus d'espérance politique nationale. Soit on émigre, on quitte la France, on se réfugie dans des pays protestants, des États protestants, d'Allemagne ou autres, Hollande, Angleterre, soit, eh bien, on se retire et on cultive son jardin, on se retire dans ses pénates. Soit même on repasse au catholicisme. On est plus ou moins sincère dans ce retour au catholicisme. En tout cas, il semble bien que le protestantisme a vraiment, à partir de la Saint-Barthélemy et jusqu'à maintenant, on pourrait dire, le protestantisme alors a connu un coup d'arrêt violent, un coup violent, et dû à un acte sanguinaire. Et bon, tout le monde n'est pas un héros religieux, tout le monde n'est pas prêt au martyr. On peut même dire que les martyrs sont très rares, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les canonise si facilement, si heureusement. Bien, alors on a des chiffres divers. Hein. On parlera d'1 million de catholiques, de protestants en 1594 en France. On parle de 2 millions. Auparavant, on donne
ce chiffre, n'est-ce pas, 1560, bon, alors avec un sommet peut-être en 1572, sommes-nous arrivés à 3, 4 millions, plus. Les estimations sont assez difficiles à faire. Ça, c'est une conséquence. La deuxième conséquence aussi, qui renforce l'absolutisme, c'est que cette violence populaire, et quand on parle de populaire, c'est le peuple au sens très large, c'est pas la populace, les mendiants professionnels, les journaliers qui vivent de façon précaire, certaines tribus qui sont réfugiées dans des forêts, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore été évangélisées. On en trouvera encore au XVIIIe siècle. Hein. Il y a des gens qui vivent comme des sauvages. Hein. Ils ne sont pas très nombreux, hein, mais ils sont vraiment sans foi ni loi. Hein. Ce ne sont pas les petits artisans bouchers, n'est-ce pas, qui sont habiles à manier le couteau ou la hache, n'est-ce pas. Et donc ce sont des hommes, c'est une main-d'œuvre extrêmement utile pour ce genre d'action. Non, quand on parle de peuple, c'est le peuple dans son ensemble. C'est aussi les bourgeois de Paris qui ont participé à ces massacres, c'est l'armée royale, avec des cadres, avec des officiers. Alors bon, ce sont des armées encore un peu de bric et de broc, hein. C'est pas l'armée de Louis XIV avec uniforme, discipline, solde, ravitaillement assuré, et bientôt des casernes. Non, c'est une autre forme d'armée. Mais c'est le peuple dans son ensemble. Et alors, cette explosion populaire montre bien qu'il n'est pas possible d'établir une royauté de type contractuel, comme l'auraient voulu les protestants. C'est-à-dire un roi, mais un roi en quelque sorte muselé, équilibré par un pouvoir plus populaire. Je vous parlais des monarques tout à l'heure. C'est pas possible, parce que le peuple est immaîtrisable. Donc, la seule solution pour maintenir la cohésion d'une nation et obtenir son rayonnement international, sa propre prospérité économique, c'est l'absolutisme. Et enfin, je pense que la troisième conséquence de la Saint-Barthélemy, la troisième certitude, c'est qu'effectivement, le catholicisme a apparu comme un fanatisme. Et cela s'est inscrit dans la mentalité des protestants et ce qu'on appellera au XVIIe siècle des libertins et au XVIIIe siècle des philosophes. Voici un extrait du dictionnaire philosophique de Voltaire, fanatisme. Le plus grand exemple de fanatisme fut celui des bourgeois de Paris, qui coururent assassiner, égorger, jeter par les fenêtres, mettre en pièces, la nuit de la Saint-Barthélemy, leurs concitoyens qui n'allaient pas à la messe. L'Église est au banc des accusés à partir de la Saint-Barthélemy. Le voltairianisme, le laïcisme, l'anticléricalisme se trouvent là en germe. C'est pour ça que c'est un événement extrêmement grave, on peut dire, dans la mentalité, dans la vie historique, dans le passé historique, mais qui rejaillit toujours en actualité de la France. De la France, et même on peut dire plus généralement de l'Occident. Dernière gorgée. Là, c'est franchement froid, mais c'est pas mauvais, malgré tout.
Alors, notons que le massacre des protestants par les catholiques, pour aller vite, à la Saint-Barthélemy, n'est pas le seul massacre collectif des guerres de religion. Il y en a d'autres. Il y a ce qu'on a appelé les Saint-Barthélemy calvinistes, c'est-à-dire que c'est une guerre fratricide, violente, que ces guerres de religion. Et on prend une ville, on prend un château, tuez-les, et Dieu reconnaîtra les siens. Alors, d'un côté comme de l'autre, on est arrivé à un paroxysme de violence. C'est très, très étonnant dans une société qui normalement est policée par 1500 ans de catholicisme, grosso modo. On n'est pas chez des sauvages hors civilisation. Il y a un héritage gréco-romain, il y a l'humanisme plus proche de nous, il y a le christianisme, il y a une morale évangélique extrêmement exigeante. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est la base de toute morale. Mais ensuite, c'est beaucoup plus élevé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est l'Évangile. Enfin, ils ont tous lu l'Évangile. Ils ont tous au moins entendu parler de l'Évangile, ces catholiques et ces protestants. On est perplexe devant cette violence des guerres de religion, dont vous avez des exemples dans l'ouvrage de M. Crouzet, Les guerriers de Dieu, et des exemples que je ne vous conseille pas de lire si vous ne voulez pas faire de cauchemar. Alors, quelques exemples. Prise de Gaillac, 17 mai 1562. C'est le jour de la Pentecôte. Résistance des catholiques, on a abouti à une guerre rangée. Renfort des deux côtés, 262 victimes. Alors, c'est un combat rangé, n'est-ce pas Ce n'est pas vraiment un massacre. Mais l'année suivante, les protestants reviennent, c'est le 8 septembre, pardon, l'année suivante, bien après, 1568. Et alors là, cette fois-ci, les catholiques sont surpris et ils sont massacrés. Béziers, 3 mai 1562. 100 bourgeois sont exécutés. La ville a été prise, pillée. Aux alentours de Béziers, Nizas, 60 catholiques égorgés. Servian, 20 soldats catholiques prisonniers sont massacrés. Donc c'est en mai 1562. C'est vraiment dans le désordre. Massacre de Montpellier, septembre 1561. Les églises sont prises, investies. 40 catholiques sont égorgés à Saint-Pierre. 200 dans toute la ville. La Michelade de Nîmes, 30 septembre 67. Michelade parce que c'est le jour de la Saint-Michel, le 29 septembre. 80 morts. Deuxième Michelade, on l'appelle ainsi, bien que ça n'a plus rien à voir avec la Saint-Michel, c'est le 15 novembre 69. 120 morts. C'est violent, n'est-ce pas? C'est très violent. Les rasés, comme on les appelle, c'est-à-dire ceux qui portent la tonsure, religieux ou prêtres, les rasés, quand ils tombent aux mains des protestants, sont torturés jusqu'à ce que mort s'en suive. Le cardinal de Lorraine dira en 63, donc nous sommes au tout début de la guerre de religion, le cardinal de Lorraine, donc c'est un Guise, il fait cette déclaration devant le concile de Trente, le 23 novembre 63.
3000 religieux, dit-il, ont été massacrés depuis le début des échauffourées, c'est-à-dire depuis 3 ans. Si on plonge, n'est-ce pas, on fait remonter le début des guerres à 1560. Samérius, en 69, en avril 69, Samérius parle de 5000 morts pour le clergé. Et enfin, en 1580, on a une autre statistique d'un contemporain, Frumento, très, très connu. Lui, il en est à 8760 morts. Bon, le clergé ne combattant pas, n'étant pas armé, ces religieux ont été exécutés froidement, avec passion. Alors, on peut dire, n'est-ce pas, que là, Saint-Barthélemy, c'est une systématisation, c'est une très large exécution d'opposants religieux ou politiques, mais qui ne fait que s'inscrire dans un mouvement général. Alors, comment va-t-on exposer cette Saint-Barthélemy et donner quelques éléments d'explication? Très certainement, on ne peut pas passer d'une période de paix, de tolérance, de trêve armée, mais c'est malgré tout une trêve, avec mariage à la clé, de cette situation tolérante à un fanatisme sanguinaire si violent. Il y a bien un milieu des passions contenues, opposées, qui sont toujours prêtes à se donner libre cours. L'examen du déclenchement de la Saint-Barthélemy pourra peut-être nous donner quelques lumières. En fait, il y a donc déjà des antécédents des brisures, n'est-ce pas, des saignées, hein, une séparation, un fossé entre catholiques et protestants. Donc, pour toutes les guerres, les massacres antécédents. Mais en plus, pour réveiller et enflammer cette opposition, il va y avoir des éléments nouveaux qui vont être déclencheurs. L'armée royale. On se rend compte que dans la nuit du 24, elle a commencé le massacre devant le Louvre. Puis elle l'a poursuivi selon les méthodes militaires que l'on connaît, pillage, rançon, dépouillement des vaincus. Pourquoi ? L'armée royale, c'est l'armée d'un roi qui n'a pas le sou et qui, depuis près de 8 mois, n'a pas versé de solde. Une armée qui n'est pas payée, c'est une armée qui se paye elle-même violemment. Malgré les promesses, et à la veille de la Saint-Barthélemy, la promesse dernière n'a pas été honorée le 20 août 1572.
Premier élément. Deuxième élément, le Parlement. Le Parlement, il est foncièrement catholique, à quelques éléments près. Il est en opposition à Charles IX et à sa politique de tolérance. Le Parlement, il supporte, parce que le Parlement de Paris, ce sont des Parisiens, et Paris est régulièrement rançonné par l'État qui a besoin d'argent. Devant le train de mesures fiscales imposées par le roi, le Parlement se rebelle. Le 16 août, il fait la grève. Des mesures symboliques l'ont humilié en plus. Par exemple, un protestant, Arnaud de Cavaigne, a été imposé comme maître des requêtes. Et le palais de justice, deuxième symbole, a été réquisitionné pour le mariage d'Henri de Navarre, ce mariage catholico-protestant qui déplaît à tous. Troisièmement, les bourgeois de Paris y sont très opposés au roi à cause des emprunts forcés. 1560, 800 000 livres. 1570, 600 000 livres. Avril 1571, nous nous approchons de la Saint-Barthélemy, 500 000 livres. Là, les bourgeois parisiens ont refusé. Et enfin, le 3 mai 1572, donc nous sommes là vraiment tout près de la Saint-Barthélemy, les bourgeois de Paris ont dû verser 150 000 livres pour payer le fameux mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Bourbon. C'est la dot de Marguerite. Troisième élément de l'opposition entre le roi et les Français, on pourrait dire, les Parisiens tout au moins. Enfin, les Guises. Eh bien, les Guises, ce sont des catholiques, vainqueurs de protestants, acquis à 100% à la cause catholique, appuyés sur l'Espagne de Philippe II. Leur popularité à Paris leur assure la maîtrise de la rue. Donc, on sait que grâce aux Guises, une certaine impunité sera déclarée à ceux qui en viendraient à s'opposer violemment aux protestants. Alors, vous voyez, d'un côté, un pouvoir royal qui manœuvre d'une façon un peu complexe et qui n'arrive pas à se positionner entre catholiques et protestants. De l'autre côté, une nation catholique, un peuple catholique violemment opposé au protestantisme et voulant défendre ses privilèges, en quelque sorte, face à la centralisation royale, une noblesse catholique toute acquise à un parti catholique foncièrement net, clair, impassif de violence. La Saint-Barthélemy pourrait apparaître comme une insurrection populaire contre un roi trop politique, ralliant contre lui le mécontentement de tous. Et quand je dis de tous, c'est catholiques et protestants. Alors le film des événements maintenant, mariage d'Henri de Navarre avec la reine Marguerite est décidé, il faut une dispense de Rome, c'est le pape Grégoire XIII, elle n'est pas obtenue. On a donc le risque de l'excommunication, juillet 1572. Le roi Charles IX vient de nouer une alliance défensive avec Élisabeth d'Angleterre, 19 avril 1572. Et cette alliance défensive, elle est contre l'Espagne, contre les champions du catholicisme.
décision de réunir à Paris les grands protestants et les grands catholiques pour ce grand mariage catholico-protestant, royal, afflux de protestants dans cette citadelle du catholicisme, on imagine tout de suite l'ambiance qu'il y a pu y avoir à Paris et dans les faubourgs lorsqu'on a vu cette invasion de protestants tenant le haut du pavé et pas franchement arrangeant. Le mariage se passe d'ailleurs d'une façon extrêmement médiocre. Les protestants refusent de rentrer dans Notre-Dame de Paris. Le mariage a lieu devant, bénédiction nuptiale, tout ce qu'on est, hein. Et puis ensuite, les catholiques rentrent dans la cathédrale pour assister à la messe. Pendant ce temps, les protestants s'égayent dans les tavernes, se baladent dans l'île de la Cité. Enfin, rigolent, s'amusent. Enfin, on est dans une situation ubuesque. Si vous voulez, il n'y a pas de respect d'un côté et il n'y a pas de respect non plus de l'autre. Il n'y aura pas de respect de l'autre. Et puis, il y a cet attentat perpétré par un certain Maurevert, que l'on dit être un homme de main de Guise. En fait, Maurevert, c'est un baroudeur qui a appartenu à tous les partis, qu'ils soient catholiques ou protestants. On ne peut pas dire qu'il ait été mandaté par Guise pour assassiner à coups de fusil Coligny. Le résultat, il est quand même là. Coligny est blessé par un coup d'arquebuse. Charles IX vient le visiter avec bonté, n'est-ce pas? Il promet de faire toute la lumière sur cet événement. Il s'agit donc de l'attentat du 22 août 1572. Donc le mariage est du 16 août, l'attentat du 22 août. Les protestants sont absolument furieux, se laissent aller à des menaces de donner une armée protestante contre Paris. Ces coups de feu sur Coligny revenant du Louvre à son logis vont être un peu le déclencheur, n'est-ce pas, de l'insurrection, du massacre. Ouais. Bon, les soupçons se portant sur Guise, celui-ci est convoqué par le roi qui lui demande de quitter, s'entraîner Paris, ce qu'il fait le 23 août. Il s'est disculpé, il est gracié, mais il doit quitter la cour. Rien n'a été prouvé. Il y a là un côté d'injustice contre Guise qui va achever d'exacerber les catholiques. Un bruit court dans Paris, les Huguenots menaçaient la maison de Guise. Les soldats de Montmorency, c'est-à-dire protestants, arrivent en force. Les protestants refusent de quitter la ville. On les prévient, on dit attention, ça va mal se terminer. De quoi aurait-il à craindre? Le roi ne les protège-t-il pas? Par contre, l'ambassadeur espagnol, Zoninga, quitte Paris. Ça signifie qu'il y a une espèce de rupture diplomatique entre l'Espagne et la France. Après, comment éclate le massacre en lui-même? À minuit, Charles IX met ses gardes en alerte après leur avoir fait renouveler leur serment. Il convoque Jean du Charron, mettre la milice en poste au carrefour, et puis son conseil. De 1h à 3h, des échauffourées éclatent autour du Louvre. Les premières victimes de la tuerie, comme Soubise,
et sont enregistrés. Charles IX lui-même expulse les Navarrais qui sont logés au Louvre, une vingtaine, et ils sont massacrés devant ses yeux. Le tocsin alors va sonner sans discontinuité à 2h30 du matin depuis l'église de Saint-Germain. Le tocsin qui appelle aux alarmes, n'est-ce pas? Coligny est première victime, il est massacré chez lui, et le massacre alors s'étend. Il y a la milice bourgeoise qui est en état d'alerte, qui commence des exécutions sporadiques. Le roi, le lendemain, reconnaît que une sédition protestante menaçait le trône et que il a pris des dispositions pour se protéger. Et il fera de nouveau cette déclaration devant le Parlement le 26 août, plus exactement, c'est De Thou qui fera cette déclaration. C'est lui qui donc endosse le meurtre de Coligny et des protestants. Par contre, il ne va rien revenir sur les acquis qu'il a accordés aux protestants. Juste temporairement, le culte protestant sera suspendu, mais l'édit de Saint-Germain n'est pas aboli. La promesse en est faite aux ambassadeurs 26-27 août 1572. Alors, il va y avoir ensuite, ce massacre s'étend, inutile de rentrer dans les détails, 2-3 000 victimes à Paris. En province, on a des estimations très, très variées. On a parlé de 5 à 10 000 morts. Et puis ensuite, un grand mouvement de conversion. À Rouen, on parle de 3 millions de conversions. La psychose s'étend. Il y a les vêpres lyonnaises le 31 août, Toulouse, Bordeaux en début octobre. Les étudiants qui vont massacrer 150-300 victimes dans la cour du Parlement. Albi, Gaillac, 74 victimes, tout début octobre. Donc, dans le Midi, la Saint-Barthélemy s'étend entre septembre et octobre. Dans le Nord, c'est plus rapide. Saumur, à l'extrême fin du mois d'août. Meaux, Troyes, le 4 septembre. Orléans, Rouen, Havre, Dieppe, n'est-ce pas? On massacre dans les prisons. On arrête, puis on massacre dans les prisons. En Bretagne, il y a une victime. En Bourgogne, c'est l'apaisement. Il y a peu de massacres. Il n'y en a même pas parce que le comte de Charmilles a refusé d'exécuter l'ordre du roi qui demandait, parce que le roi alors a en quelque sorte systématisé et demandé cette exécution des protestants. Les événements ne donnent pas de responsable. La position du roi est une position post-événementielle. On peut, je pense, en résumé, parler de la Saint-Barthélemy comme simplement vous me comprenez, d'une une émotion populaire, comme il y en a eu tant à cette époque, poursuivant, émanant d'un climat général de violence et aboutissant à cette destruction d'un ennemi que l'on voit irréductible, irréconciliable. Il y a un côté de vengeance et très certainement les
passions populaires ont constitué l'essentiel de cet enflammement, on pourrait dire épidermique, hein, et la faiblesse du pouvoir central, qui, au lieu d'arrêter les massacres, d'empêcher l'extension de cette épidémie violente, a tenté de récupérer à son profit, et comme je vous le disais, a peut-être vu, Charles IX étant malgré tout, et Catherine de Médicis, de bons politiques, a peut-être vu finalement l'intérêt qu'il pourrait en retirer en décapitant le protestantisme de guerre, comme je vous le disais au début. La Saint-Barthélemy, c'est le point central des guerres de religion. À partir de ce moment-là, donc, le protestantisme n'a plus aucune espérance de remporter la victoire de façon militaire. Alors, il reste une possibilité, c'est la solution, la carte dynastique, Henri de Navarre, qui peut être roi de France protestant. C'est cela qui se dessine après la Saint-Barthélemy, et c'est dans un tout autre contexte que nous envisagerons la question la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.